Salut tout le monde, bienvenue sur votre podcast Allo Mom Solo, le podcast dans lequel nous partageons nos aventures de mom solo, des mamans qui élèvent leurs enfants seules ou presque. Moi, c'est Lydia, vous me connaissez déjà, je vis en région parisienne. Installe-toi confortablement, nous allons parler profiling. Pourquoi je parle de profiling? Parce qu'au fil du temps, en vivant cette situation certaines situations avec mes enfants, je me suis rendu compte que j'ai commencé à déceler certains comportements, certaines attitudes qui ne me paraissaient pas naturelles, qui ne me paraissaient pas normales. Et je me suis dit, tiens, tu commences à être un profiler, tu commences à voir des situations, à comprendre certaines attitudes. Et quand je dis profiling, c'est vraiment qu'on entre dans une dimension où on arrive à apprécier, en tout cas c'était mon cas, j'arrive à apprécier, à juger différemment certaines situations, certaines attitudes de certaines personnes qui peuvent souvent aussi être préjudiciables aux enfants. Alors je vais citer je vais donner quelques situations que j'ai pu identifier et n'hésite pas en commentaire à partager ce que toi tu as vécu comme situation qui t'a paru, on va dire, bizarre ou anormal, alors que avant tu ne les aurais même pas remarqués. Situation 1. Dis-lui, dis à ta maman, dis à ton papa. Ça semble banal comme ça. Ça semble banal parce que je pense que même quand on est en couple, on le fait souvent sans s'en rendre compte. Mais quand on est maman solo, finalement, en tout cas, je me suis rendu compte que je ne voulais pas que mes enfants soient des boîtes aux lettres, que je ne voulais pas que les enfants soient une courroie de transmission. Donc, il a fallu à un moment donné arrêter en fait de fonctionner en se servant des enfants comme des transmetteurs. Alors moi, je l'ai fait dès le départ parce que ça m'agaçait énormément de devoir apprendre certaines nouvelles par la bouche de mes enfants. Donc, dès le départ, voilà, j'ai essayé de mettre en place en fait des éléments qui permettaient d'éviter que les enfants se retrouvent à être des transmetteurs pour les parents. Situation 2. Une situation où une personne va te voir dans un contexte hors enfant et va littéralement t'ignorer, ne pas te voir, on va dire ça comme ça. Et quand les enfants seront là, finalement, tu auras une existence. Alors ça, c'est très subtil parce que quelque part, c'est peindre devant les enfants que tout va bien alors que toi, tu as détecté, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est très subtil, hein? Situation 3. Traiter les enfants différemment quand ils sont avec un parent. C'est-à-dire que avoir cette attitude quand ils sont avec maman ou avoir une autre attitude quand ils sont avec papa. Les traiter différemment, comme on dit chez nous, on appelle les ventres. Donc, traiter les enfants des ventres de façon différente, traiter les enfants dans les familles de façon différente. Et tout ça, ça a un impact sur les enfants, même s'ils ne le disent pas là, petit à petit, c'est des choses qu'on dépose finalement dans leur cœur. Situation 3. Inciter les enfants à se cacher de leurs parents. Alors ça va être des situations vraiment très subtiles où quand l'enfant n'est pas chez sa mère ou chez son père, dans le cas des papas solo, autoriser l'enfant à faire certaines choses sans en parler aux parents, en tout cas principal, aux parents, parce que je dis finalement, parce qu'il y a les deux, et c'est pour ça que l'on reviendra sur cette partie on reviendra plus en détail, vous comprendrez après, mais le fait d'avoir ces attitudes envers les parents, envers les enfants, fait en sorte que les enfants développent un tout petit peu de rébellion et apprennent à cacher les choses. Je ne suis pas en train de dire que les enfants ne cachent pas les choses ou c'est à cause de ça que les enfants cachent, mais avoir cette attitude-là en tant qu'adulte, c'est encourager en fait les enfants à cacher certaines situations à leurs parents, alors que ses propres enfants, on ne les autorise pas à faire ce genre de choses. Situation 4, faire du love bombing aux enfants. Ça veut dire quoi? C'est être vraiment prévenant, être sugar comme on dit, faire des cadeaux, dire des câlins, dire des choses, être
excessivement positif, jamais dans le reproche, dans la critique, et même des critiques, surtout des critiques constructives, hein. Être dans cette situation où on fait croire en fait à l'enfant que il est parfait, et en fait dès que l'enfant a une réaction contraire à ce qu'on souhaite, dès que l'enfant a une position qu'on n'apprécie pas, retirer cet amour-là. Situation 5, créer des souvenirs dans l'esprit des enfants. C'est-à-dire que raconter une histoire tellement de fois que finalement l'enfant va croire que cette histoire a eu lieu, cette chose-là a eu lieu. Lui répéter de façon continue, en lui disant tu te rappelles pas, voilà, raconter en fait, c'est créer des souvenirs dans la mémoire des enfants, au point où l'enfant peut se demander est-ce qu'il a rêvé, est-ce qu'il a imaginé, etc. Et ça arrive aussi aux adultes, hein. On ne fait pas que aux enfants, mais ça arrive aussi aux adultes. Situation 5, c'est créer la confusion dans l'esprit des enfants. Ça va un peu dans la suite du point précédent, de la situation précédente. Ici, c'est créer la confusion dans le sens où là, un événement a eu lieu, mais en fait, questionner la mémoire, la véracité de la mémoire de l'enfant, au point où l'enfant va se retrouver comme au point 1 à se demander, mais est-ce que j'ai vraiment vécu ce que j'ai vécu? Est-ce que je ne suis pas en train d'inventer? Situation 7. Prendre des enfants dans des situations ou des positions dégradantes pour leur image. Okay. Utiliser par exemple des images pour justifier de la violence qui n'a pas eu lieu. Situation 9. Alors ça c'est pas seulement sur les enfants, mais prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est-à-dire que essayer d'utiliser les enfants pour soutirer les informations concernant les situations 10. Inciter les enfants à dénoncer un parent, donc à dénoncer, par exemple pour le coup, à dénoncer sa maman. Et ça arrive souvent, ça peut être le cas quand je parle de dénoncer, c'est vraiment au niveau des autorités, et ça va aussi dans la suite des points dont je parlais tout à l'heure, créer des souvenirs qui n'ont pas lieu, mettre en doute en fait les souvenirs réels des enfants, au point où ils vont se questionner sur est-ce que ça a eu lieu, et qu'ils peuvent se retrouver à être incités à dénoncer les parents. Et ce n'est pas, voilà, il y a des cas où finalement c'est allé très loin. On en reparlera aussi plus tard, quand les enfants vont dénoncer les parents à la police, en tout cas le parent qui a la garde principale à la police. Donc ces situations-là ne sont pas exhaustives, je ne les ai pas forcément toutes vécues, mais c'est des situations que j'ai appelées finalement de manipulation. C'est pour ça que je parle de profiling, parce que c'est des choses qui paraissent anodines, sur lesquelles on ne va pas forcément faire attention, en tout cas certaines d'entre elles, on ne va pas forcément faire attention, mais c'est des occasions en fait qu'on est en train de créer pour perturber les enfants. Et c'est pour ça que je dis que en tant que maman solo, aujourd'hui, je suis plus sensible à certaines choses qu'à d'autres, tout simplement parce que je me rends compte des dégâts. Je prenais le premier exemple, quand on est en couple, quand j'étais en couple, je voulais dire, quand on est fâché, oui, va dire ça à papa ou va lui dire ça. Ça me semblait, entre guillemets, pas normal, mais pas très grave, parce que finalement, je savais qu'un dialogue allait revenir. Et là, en tant que maman solo, je me rends compte que non. En fait, c'est mettre un poids sur un enfant qui ne lui appartient pas. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois dans mes vidéos, en tout cas dans les points que j'aborde, je fais toujours le parallèle, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de comportements finalement qu'on a aussi quand on est en couple, donc pour lesquels on ne fait pas attention et pour lesquels on devrait faire attention. Alors, quand on est face à cette situation-là, et je précise, hein, je ne suis pas psy, je ne suis pas spécialiste de l'enfance, je ne parle que des choses que j'ai vécues ou des choses que j'ai pu approcher de très près et de comment effectivement je m'en suis sortie
pour qu'on puisse encore une fois partager et s'encourager. Alors, dans ces situations-là, la question qu'on va poser, oui, mais quand je rencontre ces situations, qu'est-ce que je fais? Donc, il y a deux camps, entre guillemets, quand je parle de deux camps. Il y a le camp des mamans qui coupent court. Ok, il y avait un contact et dès la première situation qui ne leur convient pas, elles arrêtent tout. Et il y a le cas, le deuxième cas dont on va parler. Je m'arrête juste pour le premier cas. Alors, le premier cas n'est pas très courant. Pourquoi? Parce que ça va être des situations où, en général, on va dire la maman a soit l'autorité parentale à 100% et laisser une fenêtre ouverte au papa pour qu'il puisse quand même fréquenter, voir les enfants. Soit finalement, il n'y a pas eu, et ça c'est dans le cas des mariages ou des divorces, soit finalement c'était juste un couple qui était, voilà, ils étaient ensemble et ils se sont séparés, et finalement il n'y a pas vraiment de jugement qui est installé pour dicter comment va se passer la garde. Finalement, la maman a la latitude de couper court. Ou alors, ça va être une maman qui avait gardé par exemple le lien avec la famille du papa, et finalement dès la première, quand je dis première, dès qu'elle va estimer que là, des limites ont été franchies, elle coupe court, parce que le papa n'étant pas là, elle va estimer qu'elle n'a aucune obligation de maintenir ce lien avec la famille du papa. Donc il y a le côté, on va dire, radical, elle coupe court, soit parce que la justice le lui permet, soit parce que la situation dans laquelle le lui permet. Et dans le deuxième cas, ce qui est le mien, dans le cas de la séparation ou du divorce avec un jugement, l'autorité est conjointe, ok, elle est partagée. Et donc c'est la plupart des cas. Donc on doit dealer effectivement quand on est maman solo ou presque, on doit vraiment dealer avec beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je disais que je mets souvent en perspective en fait ce qui se passe en tant que maman solo et ce qui a pu se passer dans le couple. Parce que finalement, nous sommes les gardiennes des cœurs de nos enfants. La plupart du temps, on doit deal avec plusieurs énergies qui gravitent autour de nos enfants, y compris les nôtres. Et on est les gardiennes des cœurs de nos enfants. La parole nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais comme nos enfants souvent ne sont pas encore assez grands, assez matures, nous sommes finalement ces gardiennes-là. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je fais le parallèle entre la vie qu'on a en couple ou en étant marié et la vie de maman solo, parce que finalement, ce rôle de gardienne-là, on l'a toujours en fait en tant que parent. C'est juste que quand on est en couple, quand on est marié, on est deux gardiens. Et là, on va dire la sensation, en tout cas, ce que je ressens en tant que maman solo, c'est que cette dimension de gardienne est encore plus importante. Mais attention, maman, tu n'es pas gardienne pour faire ton storytelling, tu n'es pas gardienne pour faire un remix en fait personnalisé de l'histoire. Tu es gardienne pour que les cœurs de tes enfants soient les moins blessés possibles. Parce que oui, dans les situations de séparation, il est quasiment inévitable que les enfants ne soient pas blessés. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que c'est très probable que les enfants soient blessés. Et en tant que gardienne de leur cœur, le temps que eux-mêmes puissent en prendre soin, il faut vraiment être vigilante. D'où le point sur le profiling qui fait que finalement, quand on observe les comportements, quand on prend les comportements pour ce qu'ils sont, quand on a un autre regard, ce regard de maman solo, on devient profiler. J'espère que vous comprenez. N'hésitez pas à partager en commentaire vos avis, comme je disais, les situations que vous avez remarquées qui, avant, n'avaient pas éveillé ce côté, cette sensibilité en fait d'observation chez vous. Alors, la première des choses que je dirais dans ces cas-là, c'est qu'il faut toujours, je ne sais pas comment le tourner en français, mais act from a place of love. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelles que soient les décisions, quels que soient les choix qui vont être pris, il faut absolument et toujours que ce soit pris avec amour. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais littéralement, ce serait de sortir de sa colère et de se placer dans l'amour
avant de prendre une décision. C'est comme ça que je le visualise, c'est comme ça que je le vis. C'est pour dire, Mom, ces situations-là, quand tu les vis, elles te font grimper. Grande-moi, elles te font passer de 0 à 100. Mais de 0 à 100, en fait, c'est pas l'endroit où tu dois prendre ces décisions. C'est pas l'endroit où tu es en capacité de faire les meilleurs choix. Donc, l'endroit où tu as la capacité de faire ces meilleurs choix, c'est quand tu seras descendu dans cet endroit d'amour et de respect pour tes enfants, d'amour et de respect pour toi. Parce que oui, c'est des enfants, mais c'est des êtres à part entière. Donc, il va y avoir des décisions qui vont être pour leur bien. Et attention, décision pour leur bien ne veut pas dire que ce n'est pas une décision stricte, ce n'est pas une décision sévère. L'amour ne veut pas dire laisser tout passer. L'amour ne veut pas dire être chouga chouga comme on disait tout à l'heure. Je me rappelle, il y a quelque chose qui est en train de me venir, un homme de Dieu qui dit « Je préfère la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre ». Et souvent, on se dit que parce qu'on aime, on est tout le temps chouga chouga, on est comme le sucre. Non, on ne veut pas l'hypocrisie du sucre parce que finalement le sucre tue, alors que le piment, dès que tu le prends, tu sais où tu vas. C'est un parallèle qui m'est venu. Donc voilà, c'est dire dans ce point toujours act from a place of love, c'est important. C'est important. Ensuite, ne pas céder sa place de maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a besoin de le dire, s'il y a besoin de rappeler que tes enfants ont une maman, tes enfants ont une personne qui doit faire partie des décisions importantes qui les concernent, il ne faut pas hésiter. Alors, laissons l'ego de côté, laissons les je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Des fois, ça demande qu'on prenne sur soi. Et encore une fois, from a place of love, qu'on dise les choses. Alors, même, je veux t'encourager à le faire, à le dire. C'est pas facile, mais quand, par exemple, la situation 3 ou 4, là où je parlais du fait d'inciter, en tout cas, peut-être pas volontairement, mais dans les attitudes à cacher certaines choses aux parents, ça, c'est une situation où, maman, tu peux te lever et dire, en fait, s'il y a un déplacement, s'il y a un événement qui se passe, je dois en être informée. Tout simplement. Donc, ce n'est pas revendiquer quoi que ce soit, c'est rappeler en fait qu'il y a une position qui ne doit pas être oubliée. Et je sais, ça prend du temps, je sais que c'est pas facile, mais il faut le faire. La troisième des choses, et juste avant de passer à la troisième des choses, juste pour revenir sur la question d'autorité parentale dont on parlait tout à l'heure, l'autorité parentale, ça veut dire que les deux parents ont on va dire, ont leur mot à dire sur les décisions qui concernent leurs enfants. Évidemment, quand je parle là des décisions, je parle là vraiment des décisions majeures qui concernent les enfants. Et le fait d'être dans cette situation, en tout cas personnellement, je sais que moi, ça m'a réajusté. Là où quand tu étais en couple, tu pouvais prendre des décisions seule, entre guillemets, parce que tu as, on va dire par défaut, l'accord et l'assentiment de l'autre parent. Effectivement, quand il y a une séparation, quand tu te trouves maman solo et que tu es dans cette situation de garde, d'autorité conjointe partagée, finalement, en fait, l'accord de l'autre partie est important. Et c'est un réajustement que nous, les mamans, nous devons faire. Et donc, ça s'applique évidemment aux deux cas. Comme je disais, le cas où maman, tu as l'impression que tu es lésée dans ton rôle d'autorité, de prendre des décisions et de partager, en tout cas, les décisions, mais aussi de ton côté, dans le sens où il y a aussi des décisions qui doivent être partagées avec la personne en face. Maman, je veux aussi te dire qu'il faut suivre ton instinct maternel. Quand c'est instinct, alors on va parler d'intuition, voilà, donne le mot que tu veux, mais quand tes tripes te disent que something is off, that means that something is off. Donc, ne pas négliger, en fait, ce truc-là qui te prend au viscère, qui te prend dans les tripes. Quand tu sens que quelque chose n'est pas OK, que quelque chose ne va pas, n'hésite pas à le dire. Et ça va rebondir sur le point d'après,
n'hésite pas à le dire, à le verbaliser. Pourquoi? Et je vais insister dessus. Ne pas parler tue. Ne pas parler est préjudiciable pour toi et pour les enfants. Donc, le troisième ou le quatrième point, pardon, je me suis un peu perdue, c'est qu'il faut parler. Donc, si quelque chose, if something is off, that means that something is off. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et donc, l'attitude, la conséquence, on croit en ce que tu ressens. Et l'attitude à avoir derrière, c'est de parler. Je ne vais pas arrêter d'insister, non. Je ne vais pas arrêter de le dire au fil des épisodes que nous aurons. Il faut parler. Il faut parler parce que, le fait de se taire, c'est ça qui nous ronge de l'intérieur. C'est ça qui fait que on apprend que, ah oui, elle est tombée, ah oui, elle a eu un cancer, ah oui, elle a fait une dépression. Ça ronge de l'intérieur de garder ses embarras, ses soucis. Et 2, le fait de parler donne un chemin à la solution dont tu as besoin. Donc c'est important, c'est primordial de parler. Et je disais encore il y a quelques jours que c'est très difficile finalement d'avoir cet équilibre-là. Évidemment, je ne parle pas d'aller s'étaler sur les réseaux. Je ne parle pas d'aller de maison en maison à dire voilà. Je parle vraiment d'avoir ce safe space vers qui tu peux exprimer en fait les situations que tu as envie de vivre. Ça peut être une personne, ça peut être ta maman, ça peut être une amie, ça peut être justement un conseil juridique qui va te permettre d'avoir ce recul-là et qui va te mettre en fait sur des pistes, qui va déjà te permettre de cool down. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des situations qu'on va vivre qui vont te... Nous allons devoir nous arrêter là pour cette fois. Comme vous le voyez, mon micro clignote. Et en fait, je me suis rendu compte à la fin qu'il s'était complètement arrêté. Donc ce sera l'occasion de partager la deuxième partie de cet épisode la semaine prochaine. Et je vous souhaite, en attendant une excellente semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me laisser en commentaire vos avis sur le sujet dont nous avons parlé aujourd'hui. À très vite.